Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter 11e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Hello Asso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode. Et voilà, une année de plus pour 11e art, pour vous, pour nous, pour mon foie. Pas évident de vous souhaiter le meilleur dans ce merdier ambiant, mais on peut espérer 2-3 choses tout de même. Faut dire que l'année a commencé sur un rythme infernal. Nemanja Matic qui la joue Prison Break à la Piverdière, Joshua Kimmich qui snob le PSG et Aurore Berger au ministère de l'égalité femmes-hommes commencent vraiment à nous casser les couilles ces milieux récupérateurs. Pour les autres nouvelles, Manu Macron enjoint les Français à faire plus de gosses, Nordal Lelandais le fait malheureusement, enfin une réinsertion en bonne voie. En parlant de réinsertion, l'Olympique Lyonnais est en train de réaliser un mercato d'hiver de prétendants au podium. Ça va peser lourd sur les comptes en fin de saison s'il continue à jouer comme le week-end dernier. Encore peur que Val utilise le Lydia de 11e art. En parlant de maintien, le Stade Rennais, après 2 victoires consécutives sur l'Ogre Guingampais et le Farioli Ball sous Prozac, risque de ne finalement plus recruter derrière. Les fêtes se prolongent pour notre ami Florian Maurice qui visiblement est trop occupé à trouver une école internationale pour les gamins de Nemanja. En parlant de Florian Maurice, j'attaque mon 4e mois de chômage et donc d'inactivité. Si quelqu'un entend parler de quelque chose, je passe le message. Je misais tout sur le remaniement ministériel, mais je me suis fait bouffer par Dati dans la dernière ligne droite. Comme vous le voyez, le moral n'est pas au mieux. Vilain mois de janvier, Blue Monday et autres prétextes pour justifier une dépression dans un monde qui crame de tous les côtés. Heureusement les amis, heureusement, il reste le football. Et s'il est bien triste cette année, il existe, Dieu bénisse la CAN. Pouvoir se vautrer toute la journée devant cette magnifique compétition, c'est l'offrande que le dieu Pôle emploi me fait en ce mois de janvier. Alors oui, les stades parfois vides, les terrains, les arbitres, les coachs néocolons, mais pas que. Pas que, parce qu'il y a de la star au mètre carré, des surprises déjà avec la Namibie, des joueurs et des tactiques moins stéréotypées qu'en Europe, et cette joie si propre aux compétitions internationales. J'ai gueulé quand même un peu en faisant mes mercato MPG, mais cette édition de la CAN est en train d'avoir plus d'effet sur moi qu'un Lexomil. Alors je vous souhaite à tous pour cette nouvelle année que du mieux, ce sera déjà pas mal. Des émotions beaucoup parce que sans cela on est des hamsters dans des roues. La santé bien sûr, je dis pas ça en pensant à Val qui est en plein milieu de sa saison raclette, et ses artères ressemblent quand même au périph' à 8h du matin. Et aussi beaucoup de football, du bon, du mauvais, du football pour réfléchir ou pas. Débrancher le cerveau est un bon prétexte aussi, sauf si c'est pour justifier que tu regardes tes PMP en rentrant du boulot. Vibrer avec vos proches, avec des inconnus, débattre, pleurer, sauter en l'air, oublier le boulot et les peines, insulter ton coach, tes joueurs ou ton chien, faire tout ça à la fois, tout ce que le football offre comme possibilité, et ce pourquoi il nous aide dans les moments durs, n'en déplaise aux peines à jouir dans leur veste en tweed et leur salon trop chauffé. Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode de l'année de Poteau Carré. Premier épisode également d'une nouvelle formule de Poteau Carré. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, mais c'est pour mieux se réinventer. On s'est dit qu'on commençait à avoir fait le tour des équipes qui fonctionnent bien, qui surprennent, qui bossent correctement. Alors, on allait changer de cap chez Poteau Carré. Je vous rassure, vous allez retrouver ce que vous aimez tant dans cette émission. On va s'intéresser aux équipes qui déconnent désormais. Pas les promus qu'on s'attendait à voir galérer, mais ceux où on se dit devant nos télés, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont branlé quoi au club? On va continuer à vous parler en détail de la ville, du club, des dirigeants, des coachs, de l'histoire de ces clubs-là. Mais simplement, on axe désormais le braquet sur les clubs malades. J'espère que ça vous plaira autant, ça vous donnera moins envie de les regarder jouer sûrement, mais j'espère qu'avec nos explications et celles de nos intervenants, ça vous intéressera tout autant que l'autre formule. Alors avant de commencer ce premier épisode Poteau Carré 2.0, je vais déjà vous présenter les deux larrons qui m'accompagnent pour la première fois de l'année. Pour commencer, je vous en ai parlé, lui, son calendrier de l'Avent, c'était pas des chocolats, mais des plats à base de fromage, du style « Oh, tiens, 2 décembre, une tartiflette. Tiens, 7 décembre, raclette. Oh, 9 décembre, encore une tartiflette. » Et ainsi de suite. Le problème, c'est que personne lui a dit que le calendrier de l'Avent, c'est que en décembre et pas de novembre à mars. Ça va, Val? Alors, ça va très bien, mais je tiens à rétablir quelque chose de très important. La croziflette est évidemment bien meilleure que la tartiflette et Oula, la fondue est évidemment bien meilleure que la raclette. oula. Eh ben, messieurs, donc pas d'émission aujourd'hui, on va partir sur un débat. On va partir sur un débat. Là, il y a pas de débat, ce sont des faits avérés. À l'abri de te rejoindre sur la fondue, la croziflette t'ira te faire en lec. À sa droite, pour l'accompagner, on ne le présente plus. Bilal, je tiens à préciser que s'il évolue désormais sur 8 médias, 3 chaînes Twitch, 4 comptes Twitter et un compte OnlyFans, c'est bien chez 11e art qu'il a commencé.
Voilà, je suis au chômage, il a 8 jobs, le grand remplacement semble avoir commencé. Ça va, Bilal? Ça va, ça va, ça va. Si tu veux, j'ai un peu de taf pour toi et d'ailleurs, je tiens à préciser que je suis plutôt team raclette, mon cher Val. Mais voilà, bah Et voilà, moi, je tiens à voilà. préciser, Bon remplacement, encore une fois. et voilà. Moi, je tiens à préciser que je compte pas devenir le stagiaire du stagiaire. Euh, Bon les gars, je vous propose qu'on se dirige maintenant en Andalousie, un club qui a longtemps plus rimé avec Coupe d'Europe qu'avec maintien, longtemps, mais pas cette année. Bienvenue à Séville, ses orangers, ses palais, ses bars à tapas, ses étudiants et ses deux clubs emblématiques. Le FC Séville est une place forte du foot espagnol et européen depuis quelques années, mais cette saison, la capitale andalouse fait grise mine. On va essayer, les gars, de mieux comprendre pourquoi la machine est enrayée. Avant cela, parce qu'on aime savoir d'où l'on parle et on sait que vous aussi, vous aimez bien ces petites parties-là. Petit retour historique sur les Blancos. Val, je te laisse enclencher. Oui, bah, Séville, cette magnifique ville culturelle de l'Andalousie qui a été conquise tout au long de son histoire par différents peuples issus des grandes religions monothéistes, notamment, notamment les musulmans avec les morts, on s'en rappelle. Ouais, l'autre qui commence à se célébrer. Déjà, J'ai sorti non, le mais drapeau. voilà, les musulmans, les juifs, les chrétiens ont tous à leur tour conquis cette magnifique ville de Séville. Et au 19e siècle, un petit peu plus tard dans l'histoire, au moment où la révolution industrielle bat son plein, l'Empire britannique, qui est à son apogée à ce moment-là, notamment sur le plan maritime, va tenter de s'exporter un petit peu partout dans le monde, et notamment dans les grands ports européens, justement pour consolider cet empire maritime. Et justement, on avait un petit peu parlé de tout ça quand on avait évoqué l'épisode sur Bilbao. Mais on sait aussi que les Anglais contrôlent le port de Gibraltar, enfin le port de Gibraltar, le pays de Gibraltar, qui est situé proche de Séville. Et c'est comme ça qu'au 19e siècle, il y a de nombreux Britanniques qui vont émigrer en Andalousie, notamment aussi pour exporter tout le savoir-faire en termes industriels de l'Empire britannique. Et c'est comme ça que le club va être fondé par un riche homme d'affaires écossais nommé Edward Johnston en 1890. Et il va être fondé justement sur le modèle des clubs de la Football Association qui est déjà bien en place à cette époque. Donc là aussi, on voit évidemment l'influence anglaise sur le football espagnol. On avait parlé donc de l'Athletic Bilbao qui s'appelle l'Athletic et non l'Atlético à cause de ses origines anglaises. On avait fait parallèle avec Southampton à l'époque. Et la couleur des maillots. Dans la même ville que Séville, il y a le Betis qui a une très forte influence du Celtic Glasgow. Et donc Séville qui est aussi très proche du club de Sunderland qui qui à l'époque jouait déjà en rouge et blanc. Et justement la proximité du président de Séville, donc Edward Johnston, le premier président de Séville, avec la ville de Sunderland, notamment à cause de ses activités économiques, fait que le club a adopté les couleurs rouge et blanc du club anglais. Voilà. Ok, bah en fait, les Anglais, c'est là que tu vois qu'ils ont quand même foutu du football partout, quoi. Genre, Clairement, ils sont arrivés, ils ont vraiment, c'est le premier truc qu'ils mettent à chaque fois, a priori, même quand ça quelque part. c'est pour ça, eux, ils doivent vraiment dire en pensant, mais il y avait quand même des bienfaits dans la colonisation. Ils doivent vraiment le penser, c'est con. Heureusement qu'ils l'ont pas apporté en Inde, putain. Ouais. Ils seraient pas dans la merde. Ils ont apporté le cricket là-bas, ils ont apporté le cricket pour le coup. Oui, c'est vrai. Voilà. Bah, ils ont bien choisi, hein. Ils nous ont laissé le football, ils ont apporté le cricket là-bas. Personnellement, je préfère le ballon, on va pas se mentir. Ouais, c'est clairement. D'ailleurs, je tiens à préciser, parce que Val a parlé plusieurs fois de cette magnifique ville de Séville, que c'est une des villes les plus kiffantes à faire. bah, Pour clairement, ceux qui l'ont sympa. pas fait, j'adore cette ville. Ouais. Du coup, Val, tu nous as parlé un peu de la création du club. Qu'en est-il de Séville dans le paysage espagnol? Est-ce que ça a toujours été une place forte ou est-ce que c'est plus dans l'histoire moderne? Est-ce qu'on peut faire un rapide retour un petit peu sur leur palmarès au XXe siècle? Même à la création, parce qu'en fait, Séville est officiellement le deuxième club le plus ancien d'Espagne après le Recreativo de Huelva, qui est un club justement voisin. Et donc, ces deux équipes-là furent les deux premières équipes à jouer un match de football l'une contre l'autre sur le territoire espagnol officiellement. Donc, dans l'histoire du football espagnol, Séville est hyper important. Après, dans le championnat, on sait que c'est une équipe qui s'est évidemment construite en opposition avec le Betis, à tel point qu'aujourd'hui, le derby de Séville est probablement le plus grand derby d'Espagne, peut-être avec peut-être le derby de Bilbao. Évidemment, le club de Séville qui représente beaucoup plus, le FC Séville, pardon, le Séville AFC qui représente beaucoup plus les gens issus de la bourgeoisie, tandis que le Betis est le club le plus populaire. Je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode qu'on avait fait sur le Betis. Mais après, en termes de palmarès,
Alors il y a un classement qui existe, qui tient compte de tous les résultats faits par les clubs, espagnols depuis, je ne sais combien d'années et officiellement, historiquement, le FC Séville serait le 6e club d'Espagne. Voilà, c'est ça regroupe le palmarès, le nombre de victoires. Je ne sais pas exactement quels sont les critères de ce classement-là. Je ne sais pas s'il est vraiment réaliste, mais en tout cas, ça permet de situer à peu près où est-ce qu'on peut, mettre le club en termes de classement dans la hiérarchie espagnole. Ok, bon, on vous en dit pas trop on vous en dit pas trop tout de suite sur le club et ses supporters, etc. Parce que Val y reviendra pendant sa chronique. Et du coup, il y a eu quoi comme titre majeur qu'on peut retenir à peu près au XXe siècle du côté de Séville FC? Rapidement, l'histoire du club au XXe siècle, c'est déjà aussi en 1932 la nomination en tant que président du club de Ramon Sanchez Pizjuán, qui va diriger le club pendant une grosse quinzaine d'années en 2 temps, donc de 32 à 41 et de 48 à 56. Entre-temps, il sera président de la Fédé espagnole, mais ça va être une figure assez majeure du club, puisque, alors, c'est pas sous sa présidence, c'est pas de chance, parce que c'est au moment où il est justement président de la Fédération espagnole, mais c'est dans cette grande période-là que le FC Séville va remporter son seul titre de champion en 1946, champion d'Espagne. Et justement, il est tellement important pour le club que lorsqu'il meurt en 56, il y a un projet de stade qui est lancé par le président qui va lui succéder pour lui rendre hommage. Et c'est là que va être construit le stade Sanchez Pizjuán, qui va à l'époque, non pas, alors je sais plus si c'est à l'époque, mais qui va contenir jusqu'à 77 000 personnes, donc ce qui est un stade énorme, qui fait d'ailleurs que le club va connaître une grosse période d'instabilité économique dans les années 60 à cause des dettes de la construction du stade. Et, et après, le club va réussir au niveau des années 70-80 à se stabiliser. Le stade va être un petit peu rénové, notamment pour la Coupe du Monde 82, où il va accueillir Je joue là comme le Groupama Stadium. voilà. Mais pas encore trop rénové, le Groupama Stadium. Il est encore assez récent. Mais Non, je pensais plus à la capacité ah oui, trop au grand. gros stade qui a fait une instabilité derrière. Alors, pour le coup, les 77 000 places, je pense que c'est au moment de la Coupe du Monde 82, où l'Espagne accueille la Coupe du Monde 82. Et je crois que pendant le France RFA, un petit peu Oui, on n'en parlera voilà, pas. voilà. Il y avait un peu de monde dans les tribunes. Ouais. Mais voilà, en fait, le club de Séville a toujours été un club qui a été assez instable économiquement, notamment dans les années 90. Alors, ils vont quand même accueillir Maradona, etc., ce qui va leur donner une image, même si c'est un peu un flop le passage de Maradona à Séville. Mais malgré ça, il y a toujours eu des quelques problèmes financiers, à tel point que il y a une loi qui a été mise en place au milieu des années 90, qui obligeait les clubs à réduire leurs dettes et justement à avoir une espèce de transparence et des fonds aussi pour justement réduire et annihiler cette dette. Et le club va vraiment subir de plein fouet les conséquences de cette loi, puisqu'il va être relégué administrativement. Alors, après appel du club, etc., ils vont réussir à se maintenir, mais c'est aussi le début d'une petite période de récession pour le club, qui va redescendre en deuxième division à la fin des années 90. Voilà, le début des années 2000 va être compliqué. Il va y avoir énormément de présidents et d'entraîneurs qui vont succéder à ce moment-là. Et c'est uniquement à partir du début des années 2000 que ça va se relancer. Ouais, en fait, pour notre génération, finalement, on a un peu une image du FC Séville en trompe-l'œil qui passe pour un club régulier et stable du championnat espagnol, parce qu'en soi, au 21e siècle, Bilal, c'est plutôt pas mal le FC Ouais, Séville. c'est ça, comme disait Val, dans les années 90, tu as pas mal de problèmes financiers, un club qui oscille entre la première et la deuxième division. Et au début des années 2000, tu vas avoir le changement de président et aussi un nouveau directeur sportif dont on parlera sûrement un peu plus tard, qui va arriver. Et là, Séville, c'est plus du tout la même histoire. Ça devient une place forte du foot espagnol, une régularité aussi en championnat, toujours dans le top 6 de façon générale, et surtout un titre, un titre en Coupe d'Europe en 2006. On se rappelle quand même un petit peu de cette époque. On va se rappeler rapidement des noms des joueurs qu'on pouvait avoir. On pouvait avoir du Frédéric Canouté, Luis Fabiano, Saviola, Dani Alves, Julien Escudé pour nous, Jesus Navas qui est encore là. Mais voilà, il y a pas mal de joueurs qu'on connaît tous qui vont arriver dans ce club-là, créer une sorte de stabilité. D'ailleurs, il faut même le doubler. Et Juan de Ramos, l'entraîneur Exactement, aussi. Juan de Ramos qui fait le doublé avec eux en Europa League, enfin en Coupe de l'UEFA à l'époque, et du coup qui installe vraiment Séville à un niveau que nous on connaît, qui nous est familier et qui va continuer dans la décennie 2010. Ouais, ils commencent leur spécialité à ce moment-là. On va revenir un peu évidemment un peu plus tard quand on va parler de la direction du club sur les années 2010, etc. Mais qu'on en sache un petit peu plus sur le club, je propose qu'on passe tout de suite à la chronique de Val qui va nous en prendre un petit peu plus sur les emblèmes de ce club, sur tout l'historique qui entoure le FC Séville.
Ouais, je monopolise un petit peu la parole en ce début d'émission, mais voilà, j'évoquais il y a quelques minutes la riche histoire de la ville de Séville. Des Phéniciens aux Carthaginois, en passant par les Romains, les conquêtes musulmanes et les Wisigoths, nombreux sont donc les peuples ayant fait de Séville leur joyau. Une histoire que l'on retrouve d'ailleurs sur les armoiries de la ville sur lesquelles le roi Ferdinand de Castille, symbole de la reconquête de la ville au XIIIe siècle, est entouré des saints Isidoro et Leandro, qui sont les symboles de la puissance culturelle et religieuse de la ville. Et il est donc peu étonnant de retrouver les grands symboles de ces armoiries sur l'écusson du club. À noter aussi que sur la partie inférieure du blason, on retrouve les rayures blanches et rouges du club, qui commémorent aussi le lien avec l'Angleterre et le club de Sunderland que j'évoquais il y a quelques secondes. Un écusson qui trône évidemment aussi sur la devanture de l'Estadio Sanchez Pizjuán, ce sublime stade pouvant accueillir plus de 44 000 personnes. Un stade qui fait d'ailleurs rejaillir le traumatisme d'une insupportable nuit de juillet 82 pour nous Français, mais qui commémore aussi la mémoire d'un artiste, Santiago del Campo, un céramiste espagnol qui produit cette même année une sublime mosaïque de 480 mètres carrés sur laquelle on retrouve l'emblème du club et qui ne manque pas d'attirer chaque jour de nombreux touristes de la ville. L'année suivante, le club continue de construire son identité en se dotant de son propre hymne officiel. Composé et écrit par deux artistes espagnols, l'hymne est une ode à Ramón Sánchez Pizjuán, l'ancien président du club. Néanmoins, les supporters n'adhéreront jamais réellement à cet hymne et c'est en 2005, à l'occasion du centenaire du club, qu'un nouvel hymne va être composé. Il est l'œuvre de Francisco Javier Labandon Pérez, un artiste espagnol, d'ailleurs sosie de Jack Sparrow, de Pirates des Caraïbes, qui va composer l'un des hymnes les plus retentissants du football espagnol et européen. Cuentan las lenguas antiguas que un 14 de octubre nació una ilusión. Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre y para defenderlo le dio a una afición. On y retrouve notamment des références aux emblèmes de la ville, comme la Giralda, l'ancien minaret de la grande mosquée de Séville, transformé ensuite en cathédrale et devenu ensuite le clocher donc, de cette cathédrale. Mais il y a des références aussi à l'histoire du club avec des phrases comme « Les anciennes langues racontent qu'un 14 octobre est né un espoir, sa mère était Séville et lui a donné son nom. Pour la défendre, elle lui a donné un public. » Hasta la muerte, la Giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Un hymne qui va d'ailleurs avoir un succès retentissant puisqu'il deviendra le deuxième single le plus vendu de l'année en Espagne en 2006, obtenant même un disque d'or. Et l'Himno Centenario, comme on l'appelle, sera même classé deuxième plus bel hymne d'Europe par le journal Marca, devant le You'll Never Walk Alone d'Anfield, mais derrière l'hymne de Persepolis. Un stade Sanchez Pizjuán dans lequel on peut aussi entendre les clameurs des Biris, les supporters issus du groupe ultra Biris Norte, un nom directement inspiré d'un ancien joueur du club. Aladji Momodo NG est donc un footballeur gambien qui débarque à Séville en 1973. Débarqué dans une Espagne franquiste où l'immigration n'existe pas et où la population noire est extrêmement minoritaire, Biri Biri, comme on le surnommait, devient le premier joueur africain à jouer pour le club et va rapidement conquérir le club des supporters. Au moment où la Peña sévillane se structure pour devenir un véritable groupe ultra, le nom Biris Norte est retenu pour rendre hommage au joueur, qui sera resté pendant près de 5 ans au club, connaissant le passage de la dictature franquiste vers la démocratie, et qui est ensuite devenu le symbole des idéaux antiracistes et antifascistes défendus par le groupe. Ok, merci Val pour cette chronique. On en sait un peu plus sur le club, on va dire les traditions, les valeurs du club du FC Séville. On va pas revenir une plombe sur les années 2010 du FC Séville que tout le monde connaît avec cette dictature en C3. Mais on va essayer d'expliquer ces résultats et de comprendre comment le Séville en est arrivé là, notamment en essayant de comprendre qui dirige le club, qui le possède, qui le contrôle. Qui veut y aller entre vous les gars, Val? Bah ouais, j'y vais parce que sur la direction, pour comprendre en fait le bordel actuel, il faut comprendre le bordel qui se passe au niveau de la direction. Et pour ça, il faut connaître un petit peu les acteurs qui ressortent de ce merdier. Euh, alors, il y a une grande famille qui s'appelle la famille Del Nido, qu'il faut connaître assez vite parce qu'elle est très importante. Alors, dans la famille Del Nido, moi, je commence par demander le grand-père qui était donc vice-président du club dans les années 70, qui donc va avoir un fils, le fils qui va être donc José María Del Nido Senior, le fils, qui était président du club entre 2002 et 2013. Alors, c'est lui aussi lui qui a construit tous les grands premiers succès de Séville. C'est lui qui a conforté Monchi au début de sa carrière en tant que
directeur sportif. Il va être obligé de démissionner, notamment pour des affaires de détournement de fonds publics où il va être emprisonné. C'est pour ça qu'il va démissionner. Et ce mec-là a un fils lui-même, donc José María del Nido Carrasco, qui va être élu président du club en 2023. Donc là, à la fin de l'année 2023, en décembre 2023, il a été élu. Entre-temps, il y a un quatrième personnage qu'il faut connaître qui s'appelle José Castro Carmona, qui lui a pris la relève de José María del Nido Senior, donc en Sympa cet 2013. épisode espagnol de The Crown. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Mais voilà, donc José María del Nido Senior, dont le successeur a été José Castro Carmona, dont le successeur a été José María del Nido Junior. Voilà en gros ce qui s'est passé dans les 20 dernières années. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En gros, dans l'actionnariat du FC Séville, il y a l'équivalent de 194 entités qui sont représentées, avec des grands pôles. Évidemment, le premier grand pôle, c'est José María del Nido Senior, qui lui a environ 38% des parts du club. Mais dans ces 38%, donc techniquement, on pourrait penser qu'il a un droit de vote assez important au club, mais il a une interdiction de voter aux assemblées générales parce que, à cause de ses déboires juridiques, ça lui interdit de voter. De l'autre côté, donc 38% pour Del Nido Senior. De l'autre côté, il y a un autre groupe avec justement Castro, qui a été le président pendant une dizaine d'années, auquel s'est joint Del Nido Junior, donc le fils de Del Nido Senior, qui donc trahit son père pour rejoindre Castro. D'autres actionnaires qui s'appellent les Sevillistas de Nervión, qui sont en gros des groupes, un conglomérat d'actionnaires locaux qui ont beaucoup investi dans le club, et la famille Carrion, qui est elle aussi une grande famille du club. Donc ça représente 38%. À côté de ça, il y a 13% pour 777 Partners, qui est donc un gros fonds d'investissement américain. Souvent dans le quartier, eux. Souvent dans le quartier, un petit peu partout, qui est en train de se constituer une galaxie de clubs avec aujourd'hui le Red Star, le Genoa, le Hertha Berlin. Ils sont en passe de racheter Everton, le Standard de Liège, voilà. Évidemment, ils font pas un très très bon taf quand on regarde les résultats de ces clubs-là. Donc eux, 13%, et les 13% restants sont en gros des actionnaires qui sont répartis un petit peu partout. Il y a 194 entités en tout, donc si on enlève celles que j'ai citées avant, ça fait quand même un paquet de monde. Et c'est à peu près au niveau de ces actionnaires-là qu'il y a énormément de guerres intestines, notamment par rapport à des problèmes de lutte d'influence politique et économique du club. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de problèmes. Il faut savoir que donc Del Nido Senior et Castro se détestent, et c'est pour ça justement qu'il y a toutes ces guerres entre eux, parce qu'ils essaient de reconquérir le pouvoir qu'ils ont lâché plus ou moins dernièrement. C'est pour ça qu'au moment où 777 a été intronisé donc par Castro, Del Nido Senior a essayé de les influencer directement et les a ralliés à sa cause, notamment sur des questions de modernisation du club avec lequel 777 n'était pas d'accord avec le clan Castro. En 2019, il y a donc les Sevillistas de Nervión qui sont rattachés à Castro, qui ont été autorisés à revendre des parts qu'ils détenaient, mais ça a capoté. Du coup, Del Nido Senior a essayé de faire en sorte que les actionnaires, les 13% des actionnaires qui restent rachètent ses parts pour que lui il gagne de l'influence. Bref, je vous laisse imaginer à peu près le bordel que c'était, à tel point qu'on est arrivé en décembre 2022 à une nouvelle assemblée où en gros ça c'est bien parce que mine de rien, ça laisse quand même entrevoir aux gens le bordel que ça doit être pour la moindre décision quand justement, ils sont arrivés à cette assemblée générale des actionnaires l'an dernier en 2022, où c'est quand même des moments où on vote des choses importantes, on vote le budget, etc. Le Del Nido Senior prend la parole. Alors on rappelle qu'il n'a pas le droit de voter, hein. Il prend la parole, il dit allez tous vous faire enculer. Ouais, quasiment. Il dit à Castro que c'est un cancer, il dit à son fils qu'il l'a trahi. Et là, cette année, à la nouvelle assemblée générale de cette année, il a dit que c'était une énorme merde à son fils. Voilà. Enfin, tu vois l'histoire du truc. Il a dit il a dit devant les journalistes que son héritage était hyper important et qu'il le répartirait entre les 5 autres fils qu'il a, et qu'il évincerait le Del Nido Junior. Enfin, Junior. Donc voilà, en gros, l'idée de comment est dirigé par qui est dirigé le FC Séville. Et donc voilà, il y avait un accord depuis un peu longtemps entre tous ces groupes-là d'actionnaires pour que ce soit Del Nido Junior qui reprenne le flambeau après Castro. Donc c'est pour ça que depuis le 4 décembre dernier, le club est présidé par Castro et par Del Nido Junior et vice-présidé par Castro. Sachant qu'au milieu de tout ça, il faut évidemment rajouter 777 qui est en train de se faire épier à peu près tous ses comptes dans le cadre du rachat qu'ils sont en train de faire d'Everton. Et on est en train de se rendre compte que c'est une espèce d'immense pyramide de Ponzi, un espèce de scandale financier absolument pas stable, et que
a priori, tous les clubs dans lesquels ils sont engagés vont très probablement couler compte tenu de l'instabilité financière de ce Ce qui groupe-là. en rajoute aux bonnes nouvelles de ce début Voilà. d'année. Bon, on a vu le bordel et le merdier qu'est le FC Séville, ce qui déjà vous donne une petite indication de pourquoi on en est arrivé là déjà. Bon, vous avez compris un peu quel bordel c'est au Séville FC au niveau des propriétaires et donc forcément au niveau de la direction sportive et technique du club. On peut s'attendre à ce que ce soit un peu le même merdier, mais étonnamment, dans cette espèce de Game of Thrones andalou, ils ont confié les clés du camion à un mec très important que beaucoup de gens connaissent, beaucoup de suiveurs du foot connaissent, qui est Monchi. Et Bilal, tu vas nous en parler un petit peu plus longuement dans ta chronique. Ouais, c'est ça les amis. Pour cette chronique, j'ai voulu revenir sur le parcours de l'homme qui a changé le CVFC, Ramon Rodriguez Verdejo, dit Monchi. Déjà, il faut savoir que c'est un pur andalou. Il est né à proximité de Cadiz, un peu plus de 100 km de Séville. Et toutes ses classes, il va les faire au CVFC. D'abord le centre de formation, puis en 1998, il intègre l'équipe réserve du club pour être enfin intégré dans le groupe professionnel à partir de 90. Car oui, j'ai bien dit intégré au groupe professionnel et non pas faire ses débuts professionnels, car Monchi réalisera la majorité de sa carrière en tant que doublure au poste de gardien de but au CVFC. Au total, en 9 ans de carrière, il jouera tout de même 101 matchs avec le club entre la première et la deuxième division espagnole. À 30 ans, il prend sa retraite assez jeune et devient délégué de l'équipe première, lui qui avait étudié le droit pour devenir avocat. C'est à ce poste qu'il verra d'ailleurs Séville descendre de nouveau en deuxième division. Lors de l'année 2000, une année 2000 dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, qui est une année charnière dans l'histoire du CVFC, car c'est cette année-là que notre ami Monchi se voit intronisé directeur sportif, un poste qu'il ne connaît absolument pas. Et en plus, ça a tout l'air d'être un sacré défi, car il récupère un club endetté par la gestion économique des années 90 et au plus bas sportivement. Malgré ça, il a des idées et va tenter de mettre en place son plan. Comme il le dira des années plus tard en interview, comme nous n'avons pas les moyens financiers de recruter Iniesta, Ronaldo ou Messi, nous devons avoir une politique sportive solide pour gagner des titres, c'est-à-dire bien acheter et bien vendre. Et oui, une méthode qu'on connaît bien aujourd'hui, mais qui paraît novatrice à l'époque. Dès son début de règne, il a deux priorités: développer le centre de formation et développer son réseau de scouts dans le monde entier afin de flairer les prochains bons coups à moindre prix. Le tout autour d'un objectif: rendre le club autosuffisant et oublier ses années de galère. Après un premier exercice pour se chauffer, il va être obligé de vendre certaines stars du club pour remettre les finances du club à flot. Et pour les remplacer, il va investir dans des joueurs inconnus au bataillon, des joueurs obtenus gratuitement ou encore écartés dans d'autres clubs. Globalement, des joueurs qui ont la dalle pour créer une équipe compétitive avec une âme. Et ça marche, car la saison suivante, le CVFC remonte déjà en première division. Et la suite, on la connaît, on l'a déjà raconté. Mais j'ai du coup voulu plutôt m'intéresser à sa méthode de recrutement. En 2015, son équipe de scouting est au nombre de 16 et fonctionne avec un schéma très précis, main dans la main avec le coach principal. L'entraîneur donne des profils qu'il recherche et derrière, c'est au scout de bosser. Des rapports sont alors émis en mettant des lettres en guise de notation sur 3 caractéristiques: un commentaire sur l'aspect technique, tactique, physique, le joueur en lui-même, quoi; un commentaire économique, sa valeur sur le marché; un commentaire sur sa situation personnelle, son caractère, son entourage. Une fois qu'on a ces notations, la décision se fait de façon démocratique. Et oui, Monchi n'impose pas. Il raconte même ne pas avoir cru dans certains profils que ses équipes ont poussés. Il fait totalement confiance à ses équipes, un modèle sain donc, et qui aura fonctionné pendant de nombreuses années, avec à la clé la meilleure période du CVFC et des plus-values à tout va. Un modèle qui a ses limites aussi. Même en étant devenu une place forte du foot espagnol, le club andalou reste tout de même cantonné à l'image d'un club tremplin. Et les effectifs du club ont toujours eu tendance à évoluer énormément. Le mercato n'étant pas une science exacte, et malgré tout le savoir de Monchi et de ses équipes, c'est précisément lorsqu'il a fallu ramener des joueurs un peu plus cotés qui n'ont pas réussi à passer à l'étape supérieure afin de concurrencer le gratin espagnol et voir son club de cœur remporter une nouvelle Liga après tant d'années d'attente. Merci Bilal, on comprend un peu mieux du coup que beaucoup de choses reposées sur le système Monchi en fait à Séville. Du coup, ce qui nous amène à dire et à préciser pour notre épisode du jour que Monchi n'est plus là, ce qui peut expliquer en partie du coup la dégringolade du CVFC cette saison-là. Est-ce que les gars, vous voulez qu'on parle un petit peu de Monchi avant d'enclencher sur la suite, ou Val, tu veux réagir peut-être sur la chronique de Bilal? Ouais, super chronique, Bilal. Allez, mets-moi le petit bouton, Allez, on a un nouveau petit bouton. Voilà. Oh, c'est pas ça. Là. Je pense avoir une autre note. Ah, tu veux celle-là? Ouais, voilà, là on vibre. Génial.
Génial, la magie du montage, putain. Non, mais évidemment, Super Chronique, à laquelle je voulais rajouter que Monchi a quand même eu une petite aventure au milieu de sa grande épopée au FC Séville à la Roma pendant 2 ans, où il n'a pas réussi un job fabuleux. Alors, paradoxalement, c'est le moment où le FC Séville a pas fait grand-chose. Alors, il y a quand même eu un quart de finale des Champions, on va pas cracher dessus. Mais en tout cas, les fameuses compétitions, toutes les Ligues Europa qu'ils ont gagnées ne se sont pas fait pendant la période où il était absent. Ce qui est paradoxal. Et en fait, à son retour en 2019, c'est à ce moment-là qu'il bascule dans un autre truc où ce que tu disais à la fin de ta chronique, Bilal, où il part dans l'idée qu'il va pouvoir peut-être aller concurrencer le Real et le Barça pour le titre en Liga. Et c'est là que la bascule se fait, parce que à ce moment-là, il va décider d'aller recruter des joueurs un petit peu plus expérimentés, notamment alors il y a le retour de Rakitic qui a plutôt fait du bien au club, son retour évidemment, mais il y a des joueurs comme Delaney, comme Lamela qui vont être des joueurs un petit peu plus expérimentés et dont les salaires vont être très chers et les valeurs marchandes beaucoup moins importantes parce que c'est des joueurs qui sont déjà âgés. Donc il y a une changement Papou Gomez aussi. voilà, Papou Gomez, Isco. C'est qu'on va chercher des mecs expérimentés sur lesquels on fera potentiellement moins de plus-value et qui alourdissent plus la masse salariale. Bilal, tu rajoutes un petit truc avant qu'on avance? Ouais, surtout qu'il y a un paramètre qui est assez important, c'est du coup sa relation avec les coachs. Et je pense que ça pourra faire un bon lien avec la situation actuelle. C'est que on se rappelle du triplé avec le FC Séville. Il a aussi une relation avec Unai Emery qui était à part. Vraiment cette logique de profil et trouver les bons profils. Il racontait l'histoire de Krikoviak, comment il avait trouvé, que c'est exactement ce que recherchait Unai Emery à un moment. C'est fou sûrement qu'il y ait pas des le gens qui PSG, hein. cherchent Krikoviak quand même. Et du coup, il a toujours eu cette façon de bosser avec ses coachs qui a bien fonctionné. Et justement, l'époque Lopetegui, en 2019 plutôt, il y a un peu un switch à ce niveau-là. Et je pense que ça, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est une des raisons aussi de l'état de Séville aujourd'hui. Ouais, en fait, on comprend à travers ce que vous dites, les gars, qu'en fait, c'est aussi pour ça que Monchi fait pas l'unanimité dans le monde du foot. On dit pas que c'est un génie, mais il avait au moins le mérite. En fait, c'était presque un directeur du football au sein du Séville FC en avance qui amenait un petit peu de stabilité dans tout ce merdier. En vrai, pendant les années 2000, c'était quelque chose qui était assez révolutionnaire, hein, c'est ce qu'expliquait Bilal. Oui, c'est ça. C'est peut-être l'un des premiers, peut-être avec le FC Porto, qui a inventé en fait le système de trading de joueurs. Et En en achetant plus, des joueurs très jeunes et pas chers et en les revendant beaucoup plus cher. et c'est aussi un des paramètres qui a fait que sa méthode aussi fonctionne peut-être moins bien aujourd'hui, c'est que c'est devenu la norme. Donc Oui. ce qui faisait ta différence à une époque, sûr, aujourd'hui c'est la norme. Il y a des équipes de scouts partout, tout le monde est beaucoup mieux organisé. Donc du coup, ce qui te faisait avoir une plus-value, là ça devient plus compliqué, surtout que tu as les grands clubs aussi qui vont chercher des pépites sur les marchés aujourd'hui, ce que tu étais le seul à faire. Et voilà, du coup ça change beaucoup de choses pour eux. Oui, et c'est aussi pour ça qu'il a changé lui de méthode. Et du coup, les gars, on va parler un petit peu du remplaçant de Monchi maintenant qui est en place. Alors, on veut surtout pas dire à travers cet épisode-là que tout le merdier actuel est lié au départ de Monchi, etc. Mais forcément, c'était un vecteur de stabilité dans cette équipe-là. Maintenant qu'il est plus là, qui le remplace? Du coup, le remplaçant, c'est Victor Horta. Victor Horta qui connaît bien le club et qui connaît bien Monchi parce qu'il a été assistant technique entre 2006 et 2013 durant l'époque où Monchi était le roi de la plus-value. Victor Horta, c'est aussi quelqu'un qui a fait ses preuves de son côté parce que c'est l'ancien directeur sportif de Leeds entre 2017 et 2023 et qui a participé notamment au projet de la remontée du club en 2020 avec Bielsa. Donc, c'est lui qui est parti chercher Bielsa. Il racontait même que tout le monde le prenait pour un fou à ce moment-là. Mais il a su aussi insuffler un nouveau projet à Leeds, les faire remonter. Bon, après, ça s'est pas forcément bien fini parce qu'aujourd'hui, on sait que le club est en deuxième division. Mais c'est un club, un directeur sportif qui a eu des réussites et qui essaye de. Et puis même en deuxième division, ils ont encore des petites pépites avec des belles valeurs marchandes qui leur permettra de faire sûrement des plus-values. Alors, moi, je tempérerais un petit peu cette expérience à Leeds. Je sais pas si je tempérerais ou si je réhabiliterais plutôt le passage le travail de Marcelo Bielsa. Quand il est arrivé, Victor Horta, pardon, je cherchais son prénom, il est arrivé entre 2017 et 2023 à Leeds. Bielsa a fait 2018-2022. Quand on prend les 2 années où Bielsa sont pas là, c'est quand même 5 coachs virés entre-temps, avec des choix de coach qui sont quand même un peu limite entre Jesse Marsch, Javi Garcia et même Sam Allardyce à la fin. Quand tu passes de Marcelo Bielsa à Sam Allardyce en moins d'un an, faut quand même se mouiller la nuque. Et après, il y a quand même eu des bons transferts faits par Horta. Hein. On pense à Bamford, par exemple, pour 8 millions. Il y a eu Meslier, il y a eu Rafinha, etc. Mais il y a aussi des joueurs qui ont été très chers et qui ont été plutôt des échecs. Je pense à Rodrigo. Alors,
Rodrigo, c'était assez irrégulier. Il y a eu des bonnes périodes et tout. Je pense à Daniel James, 30 millions d'euros. Je pense à Jorginho Rutter, qui est pas un mauvais joueur, mais qui est peut-être plus un joueur de deuxième division. À l'époque, il l'achète quand ils sont en première ligue. Il fait une grosse saison en Championship. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est peut-être aussi révélateur de ce genre de recrutement, en fait, où tu achètes des joueurs de Championship et tu n'achètes pas des joueurs de Première Ligue alors que tu les payes avec des prix de Première Ligue. Donc voilà, moi, je minimiserai un petit peu l'impact de Victor Horta et j'ai hâte de voir ce que ça va donner à Séville, voir s'il arrive à Ouais, remettre les choses en place. justement, c'est ce que j'allais dire. Vu qu'on fait pas un épisode sur Leeds, comment on peut mesurer le boulot de Horta à Séville pour l'instant? Bah là, il est parti en tout cas sur le même rythme en termes pour virer les coachs. C'est à peu près le même délire que ce qu'évoquait Val, hein. Là, on est ultra cohérent, hein, donc Bientôt Sam Allardyce tout rougeau sur les bancs du FC Séville. voilà. Vraiment frappé par le soleil, tu sais. Non, mais Le bon anglais en vacances. En réalité, je pense que avant peut-être de parler d'Horta, je pense qu'il faut retourner à l'été 2022 parce que lui, il récupère quelque chose qui est voilà, il récupère Séville dans un état. Là, on va faire le bilan au bout de quelques mois. C'est très compliqué, surtout pour un directeur sportif. On sait que ça prend du temps. Séville à l'été 2022, on va revenir rapidement sur Monchi, mais voilà. Il avait lâché la rampe. Hein. Voilà, il y a un désaccord complet au niveau de la planification sportive de Monchi et ce que souhaitait Lopetegui. Lopetegui avait vraiment une volonté. Lopetegui, quand même, qu'on rappelle un petit peu, il fait 3 fois de suite 4e, il prend une Europa League. C'est quand même pas mal comme bilan avec Séville. Alors, la fin n'est pas incroyable peut-être au niveau du jeu, mais en tout cas, c'était quand même plutôt fiable. Et il avait des demandes qu'il n'a pas eu du tout. À l'été 2022, il perd quand même toute sa défense centrale. Koundé, Diego Carlos, c'est quand même pas dégueu. Il perd Ocampos, qui était quand même un des hommes forts de Séville. Et du coup, à ce moment-là, c'est après Ocampos. Hein, mais... Ocampos, non, il l'envoie à l'Ajax et il revient après. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, c'est plutôt même Monchi qui est remis en cause par les supporters sévillans plutôt que Lopetegui au moment où Lopetegui s'en va. Et du coup, ce mercato-là, qui est un peu comme on le disait tout à l'heure, la résultante aussi d'une stratégie qui est risquée. Hein. Voilà, c'est un moment à changer ton effectif très souvent. Tu risques de te brûler. Et bah, du coup, à partir de ce moment-là, il y a une année qui est compliquée et surtout depuis. Là, on se parle depuis 2022, depuis cet été-là, tu as eu 5 coachs différents, ce qui est immense. Et ce qui est inconcevable de se dire que les mecs, ils ont quand même réussi à aller chercher une nouvelle Europa League. Ouais. Oui. Et c'est quand même, ça sort de nulle part. C'est peut-être l'Europa League la plus out of nowhere de. Bah, c'est pour ça, justement, les gars, c'est ce que j'allais dire, parce que pour ceux qui regardent le FC Séville de loin, on peut se dire, bon, il y a une Europa League, c'est quand même pas trop mal, etc. Vous pensez, enfin, vous datez, on va dire, le début du bordel à ce mercato-là et que l'Europa League a un vrai trompe-l'œil, en fait. Globalement, depuis 2019, entre le bordel de l'actionnariat qui a plus ou moins commencé à ce moment-là, qui a plus ou moins commencé en 2018, en fait, au moment où Del Nido Senior est sorti de prison et qu'il a voulu récupérer son poste. C'est à ce moment-là que c'est accumulé donc ça, ce bordel, plus le retour de Monchi, le changement de politique, etc. Et au bout de 3-4 ans, en fait, tu payes les conséquences. Hein. Moi, je veux pas faire de parallèle avec un grand club français, mais c'est un peu ce que je ressens aussi avec Lyon. En fait, aujourd'hui, tu subis les conséquences de 4-5 ans de bordel incontrôlé et qui part dans tous les sens. Et voilà, donc c'est normal que. Et il y a aussi un paramètre qu'il faut évoquer, je pense, c'est que quand Séville était voilà, dans le top 4 en Espagne, ça a toujours été une équipe qui était forte à domicile. J'ai regardé un petit peu et typiquement en 2021-2022 et en 2020-2021, c'est la deuxième équipe à domicile sur l'année. Sur les 2 dernières saisons, du coup, les 2 dernières saisons qui sont plus que compliquées, ils font 18e à domicile et 15e à domicile. Donc c'est vraiment un marqueur important. On sait que Monchi voilà, fait beaucoup bouger ses effectifs. J'ai vu aussi un autre chiffre qui est pas mal, c'est qu'en gros, en Liga, c'est la 17e équipe en termes de temps moyen passé au club. C'est-à-dire le nombre de jours que tu passes dans un club. C'est-à-dire qu'en gros, la moyenne, c'est moins de 2 ans pour un joueur à Séville Mais ça a toujours été sur ça. l'effectif dont on parle actuellement. Et de ce fait-là, si tu t'adaptes pas bien et que du coup, il commence à avoir une ambiance un peu, que c'est compliqué de jouer à la maison, c'est quand même la base d'une bonne équipe, c'est d'être fort chez soi, tout de suite, les choses vont très, très mal. Bah, si tu arrives dans un club qui a aucune stabilité, c'est normal que tu t'adaptes pas. Hein. C'est exactement ce qui arrive. Ouais, donc en fait, ça nous permet de voir tout ça que c'est pas tant que ça une anomalie que Séville sont en train de se péter la gueule cette année et que d'ailleurs Monchi, qui potentiellement par ceux qui suivent ça que de loin peut être un petit peu vénéré, etc., est aussi un peu responsable de ce bordel actuel. Les gars, je propose pour finir l'épisode, on avait l'habitude dans les autres formats de Poteau Carré ou qui étaient plus réusssants de passer du temps
sur le profil de l'entraîneur, de l'effectif, etc. Là, c'est forcément moins intéressant parce que l'équipe ne marche pas. Je trouve qu'on en dise quand même un petit peu un mot de Quique Sanchez-Flores et de l'effectif qu'il a à disposition, qu'on comprenne aussi sportivement pourquoi ça marche pas. Bah, pour le coup, Quique Sanchez Flores, on peut en parler un peu puisqu'il est arrivé il y a un mois, donc on peut lui laisser encore un petit peu de temps quand même pour faire des preuves, pour faire ses preuves. Après, pareil, hein, c'est un profil qui respire un petit peu l'instabilité. Alors même s'il a eu un début de carrière en tant qu'entraîneur assez prolifique, notamment en allant gagner l'Europa League avec l'Atlético Madrid en Il est 2010. parfait pour Séville. Ouais, voilà. Tu me diras, ouais, c'est vrai. Mais oui, il avait fait une grosse saison quand même où il gagne l'Europa League, la Copa del Rey, la Super Coupe d'Europe. C'est à l'époque de Radamel Falcao où Radamel Falcao tirait de n'importe quelle partie de son pied, n'importe quelle partie de la surface, il mettait des buts. C'était complètement n'importe quoi. Mais voilà, il a eu cette grosse période-là et après, c'est compliqué, hein. Il y a des passages aux Émirats, il y a 3 passages à Getafe qui ont jamais été vraiment des succès. Il y a 2 passages à Watford qui ont été bordéliques, dont le deuxième où il fait que 10 matchs. Il y a des expériences en Chine, il y a des trucs à l'Espagnol Barcelone qui n'a jamais été un club qui s'est stabilisé dans les dernières années. Donc voilà, il y a cette expérience à l'Atlético Madrid et après on a l'impression qu'il joue en permanence le pompier de service. Alors, quand on vient de décrire comment ça fonctionne à Séville, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le genre de solution hyper adaptée pour retrouver une certaine stabilité au club, quoi. Ouais, surtout que, bah, comme tu le disais, il a joué pas mal le pompier de service. Il a pas un club où il a passé plus de 2 saisons. C'est quand même ultra marquant, surtout que ça correspond une fois de plus bien à Séville. Mais j'ai lu un truc de Ludovic Butel qu'il avait eu du côté de Valence, lui, au début de sa carrière et qui dit que c'est un entraîneur qui est assez proche de ses joueurs, qui sait justement gérer un groupe. Ça peut être justement ce qui peut permettre de souder, ce groupe voilà, qui se connaît finalement, pas tant que ça. Après, enfin, il y a aussi une histoire, c'est qu'à Retafe, enfin, il a un gros caractère. À Retafe, par exemple, il a démissionné à la suite du départ d'un joueur qu'il ne souhaitait pas. Donc, effectivement, comme tu dis, Val, un caractère comme ça, dans un contexte aussi anxiogène, ça peut être vite Ouais, compliqué. clairement. Ouais. Et après, moi, j'avais quand même le souvenir, avant les expériences malheureuses à Watford, etc., qu'à Retafe, il y avait quand même eu un passage qui était pas mal et il avait réussi quand même à solidifier une équipe qui était un peu à la dérive. Donc, on peut espérer que pour le FC Séville, il arrive à bâtir cette forme de stabilité-là. Est-ce que les gars, on veut parler un petit peu de l'effectif avant de clore tout ça? Parce que, en vrai, leur effectif est pas si mal quand on le regarde de près, l'effectif du FC Séville. C'est difficile à comprendre ces résultats-là. Bah, comparé à ce qu'ils avaient il y a 3 ans, enfin, j'ai un chiffre qui est marquant. En 2020, la valeur de l'effectif total, c'était 406 millions d'euros. La Ouais, valeur de l'effectif aujourd'hui, c'est de 190 millions d'euros. ouais. Donc, voilà, on peut Ah, dire que parce que l'effectif est 2 c'est fois moins aussi parce fort, que en tout cas. Non, non, mais en fait, c'est la conséquence de toute la stratégie de Monchi qu'on disait depuis tout à l'heure. C'est qu'il a acheté des joueurs qui étaient plutôt expérimentés, avec une valeur marchande qui est beaucoup moins importante. Le problème, c'est que ces joueurs n'ont pas répondu. Et quand tu vois aujourd'hui l'effectif, les joueurs qu'on connaît du 11 de départ, c'est Navas, Ramos, Rakitic et éventuellement Lamela dans une moindre proportion parce qu'il joue moins. Mais c'est que des joueurs qui ont plus de 35 ans. Et Souzo et Mariano Diaz. Ouais, mais, non, mais là on parle de joueurs de foot, on parle pas de mecs qui font des carrières sur un banc. Non, mais Enfin, je parle surtout de Mariano Diaz là. Mais bah, je suis voilà, d'accord vas-y, avec vas-y. toi et en plus, cet été, enfin, ils perdent encore une fois un cadre de plus. Ils perdent, Yacine Bounou. C'est quand même pas rien de perdre un gardien aussi bon, et en plus, bah, voilà, comme tu dis, il y a pas d'éléments, enfin, En-Nesyri, ça reste quand même un bon attaquant. Non, Tu mais il y a quand des même bons des joueurs, hein, c'est Oui, il y ce a que des je bons joueurs, mais ce que je veux Non, dire, mais c'est en moi, fait, c'était le sujet de la défense, la vas-y, si je peux vas-y. juste préciser ma pensée vite fait, c'était plus ça que je voulais dire. C'était qu'en fait, il n'y a pas de quoi s'extasier devant cet effectif-là. En revanche, il y a pas un effectif qui reflète les résultats qu'a le FC Séville actuellement, au même titre que l'OL n'a pas un effectif pour jouer le maintien. Oui, voilà. Mais bon, Ramos, quand tu vas le chercher, tu vois, pour solidifier ta défense centrale après la saison qu'il a lâchée l'an dernier, je suis quand même inquiet par les idées. Même si, oui, ça peut être quelqu'un qui soude le groupe, qui t'apporte du leadership, etc. Mais sur le terrain, enfin, c'est un peu compliqué. Oui, mais il n'est Euh, pas censé être titulaire, Ramos. Je veux dire, à la base, quand tu as une défense avec Badé, avec Goudej et machin, oui, c'est oui. plutôt pas dégueulasse. Mhm. C'est juste ça que je voulais dire, hein. J'étais pas en train de dire que c'était une équipe de ouf, hein. C'est juste que tu as quand même des joueurs où tu peux t'étonner que ça donne cette bouillie de football qui est en Je ce trouve moment que actuellement. je trouve que surtout, tu aucun renouvellement, quoi. L'effectif, il a 28 ans de moyenne d'âge. Tu as 4 joueurs, tu as 5 joueurs
désormais avec l'arrivée d'Hannibal Mejri, qui ont moins de 24 ans. Et dans les 5 joueurs, tu en as 2 qui sont prêtés, c'est Boubakary Soumaré et Lucien Angoumé. À côté de ça, tu as juste Tanguy Kouassi qui ne joue quasiment pas et Loïc Badé qui ont moins de 24 ans. C'est dire à quel point tu n'as aucun potentiel de rentrée d'argent. aucun renouvellement, Ouais. rien. Alors après, tu as des bons joueurs, hein. Luke Bakio qui est arrivé cet été ou qui est prêté, je crois, c'est un bon joueur. Djibril Sow qui est prêté par Francfort, c'est un bon joueur. Mais après, tu as quand même une flopée de joueurs un peu moyens. Acuna, il est champion du monde, mais c'est quand même pas. C'est pas Roberto Carlos. C'est pas Roberto Carlos. T'as cité Goudet, moi je veux bien, mais bon, est-ce qu'on l'a déjà vu faire un bon match? Oliver Torres, il a 29 ans alors qu'on l'a toujours présenté comme un bon joueur. Aujourd'hui, bon voilà, Jordan, voilà, Lamela, c'est Rafa Mir qui est toujours là. Rafa Mir, il vient d'arriver, Rafa Mir, non? Non, il est arrivé l'été dernier, mais il a l'été pas. dernier, voilà, c'est ça. Il y a quand même plein de joueurs moyens et c'est pour ça Même que tu prends Mariano Diaz, vraiment, enfin, ça me dépasse. ça n'a pas de comme sens, choix. Mariano Diaz. Le Le mec, il n'a pas joué. Il a fait une saison dans sa carrière et Dieu bénisse Et quelle Memphis saison, Depay. Et Dieu bénisse, en vrai, Dieu bénisse Memphis Depay Oui, cette année-là. Enfin, je veux bien, c'est un tout droit. Il y a un moment, il n'a jamais rien fait de sa carrière. Ça fait 9 ans qu'il prend 3,5 millions sur le banc du Real Madrid. À quel moment tu peux te dire que c'est pertinent d'aller acheter un joueur comme ça? C'est pour ça qu'en vrai que l'ami Victor Horta a Ouais. énormément de boulot. Il y a un truc. On va parler de la projection après. Moi, je suis pas très. Je suis pas très rassuré non plus. Pour le FC Séville. Justement, les gars, je pense qu'on en a assez dit sur l'effectif. Chacun se fera son avis en fonction des joueurs qu'il y a sur le papier. Je vais aller un petit peu sur vos projections. Comment vous voyez le FC Séville déjà pour cette fin de saison et un peu plus à moyen terme, justement, avec le merdier de l'actionnariat, avec Victor Horta, etc. Moi, j'avoue que j'y crois très peu. Il y a trop de problèmes. Tu penses que ça va chuter? Alors déjà, en vrai, la question, c'est est-ce que potentiellement la deuxième division. Franchement, je ferme pas la porte. Je ferme pas la porte. Il y a des équipes très faibles. Là, on voit Almeria, etc. Mais en vrai, quand on regarde les stats, ils ont une victoire en championnat depuis le 26 septembre. Enfin, tu te rends compte, genre, ils ont Même pris, nous, on en a neuf- plus. voilà, ils ont pris 9 points, 9 points sur les 12 dernières journées. C'est Ouais, ça sent pas famélique. bon en termes de dynamique. C'est famélique. Et là, ils amènent un coach. Il est arrivé, il a fait une victoire pour le premier match, mais depuis, il n'y a pas de victoire. Et du coup, enfin, je suis un peu inquiet, honnêtement. Et surtout que, comme disait Val très justement, c'est qu'il n'y a pas de. Tu te dis pas qu'il y a des éléments prometteurs ou alors il y a un projet en construction. Là, tu as plus l'impression que tu as empilé des joueurs que tu veux relancer, des briscards avec un peu d'expérience qui pourraient dépanner. Et tu as Rakitic au milieu de tout ça. Je vois pas trop d'idées en fait. Alors, ce mercato peut-être d'hiver va peut-être changer la donne parce qu'ils peuvent. Hannibal, c'est quand même un bon prospect. Tu vas chercher quand même sur ce mercato, tu vas chercher 2 prospects qui sont Agoumé et Hannibal. Ouais. Tu peux pas demander à ces mecs-là de redresser une équipe. Hein. Non, mais c'est pas ce que je te dis, c'est que pour l'avenir, on va dire, pour se projeter un peu plus loin, c'est pas eux que je vois sauver le club. Mais en tout cas, dans l'immédiat, il va falloir vraiment suivre ça avec attention parce que je suis pas rassuré. J'ai un peu de mal quand même à les voir descendre déjà, mais on sait jamais. Hein, c'est pas, Oui, ce il y a serait pas la beaucoup de première fois. faiblesses Ouais. en fin de tableau. La structure de l'actionnariat, la dynamique, les potentielles batailles d'ego, enfin il y a trop de trucs. Et même Horta qui prend le poste, enfin il y a plein de paramètres, autant de coachs différents, enfin il y a trop de choses. Toi, Val, t'es un peu du même avis? Ouais, les supporters en début d'année 2023 ont protesté devant le stade et avec une banderole, un nettoyage complet du stade, de la salle de réunion au vestiaire. Il faut qu'il y ait un reset dans ce club à un moment ou à un autre. Alors la question, c'est de savoir si ça va être Victor Horta. Est-ce que le reset va être uniquement sportif avec Victor Horta dès maintenant en fait ou dès la saison prochaine, ou est-ce que le reset va passer par une descente en deuxième division qui va contraindre le club à se restructurer financièrement, qui va obliger les actionnaires à repenser tout le modèle économique du club, à remettre de l'argent, qui va peut-être inciter cette tête à partir, voilà. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un reset dans ce club. Alors qui est Sanchez Flores, je sais pas. J'ai aucune idée, j'ai pas d'avis là-dessus. Donc voilà, on verra. En fait, comme le disait Bilal, ce qui est un peu inquiétant, c'est de sentir que derrière, en termes de direction sportive, t'en as pas. C'est-à-dire que l'actionnariat, c'est le bordel. Parce qu'à la limite, un club qui a une mauvaise passe, mais tu sens que derrière, tu as un actionnariat solide avec une direction sportive qui est affichée et tout, why not? Tu dis, ok, c'est un trou d'air, ça va revenir.
Mais là, en effet, ça peut être très inquiétant ce qui se passe. Et Ouais, en mais plus, ce qui est le plus inquiétant aussi, je trouve, c'est qu'il y a une interview de Monchi en 2015 où il parle est-ce que vous aimeriez avoir l'appui de. On lui demande s'il aimerait avoir l'appui d'autres fonds, de fonds étrangers, etc. Et lui, dans sa tête, il a créé un modèle qui est autonome, qui n'a pas besoin d'investisseurs, etc. Et on se retrouve, du coup, là, ça fait 9 ans après. Et du coup, la situation actionnariale, elle est catastrophique et n'a rien à voir avec le projet qu'il avait à une époque où ça marchait très très bien. Et on parle des guerres d'influence et politiques, etc., qu'il y a au niveau de l'actionnariat. Le club est en grosse difficulté économique. Hein. Ils ont, je crois, 27 millions de dettes de résultats négatifs sur la dernière année, qui viennent s'accumuler à des dettes qui sont absolument catastrophiques. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait un reset. Le reset sera soit sportif avec Victor Horta, mais il peut être aussi économique en cas de descente, voire même de relégation administrative s'il y a des gros problèmes. Hein. Donc voilà, je suis vraiment pas très confiant pour le club. Oui, on peut pas ignorer le fait que tous ces altermoiements au niveau de la direction et autres n'impactent pas les joueurs sur le terrain, qui à mon avis ont tous en tête qu'une idée, c'est de se casser, et donc que ça joue chacun pour sa gueule sur le terrain, ce qui n'aide jamais un club à se redresser. Les gars, à moins que l'un de vous veuille rajouter un mot, on va conclure. On est bon. C'est bon pour vous? On est bon. Eh ben écoutez, merci à tous en tout cas de nous suivre pour cette nouvelle année de Poteau Carré de 11e art. Ça commence à faire, donc on tente nous un petit reset, pas économique mais sportif sur Poteau Carré. Dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux, si ça vous plaît toujours autant cette nouvelle formule où on parle peut plus faire un des reset clubs malades. économique. Hein. Quoi? On peut faire un reset économique aussi si Ouais, tu veux. alors le reset économique il viendra de vous. Donc après le chèque de mamie, si tu peux en transvaser 10% sur le Lydia 11e art, on va pas dire non. Mais on essaye aussi d'avoir un petit reset éditorial, notamment sur cette émission-là. Donc vous nous dites ce que vous en pensez. Je pense qu'on va essayer à l'avenir ça va nous permettre de plus donner notre avis, de plus essayer de voir comment ces clubs-là peuvent s'en sortir. Bon là, j'avoue que le Séville, à part l'ancienne Canot Litchi, on n'a pas des masses d'avis, mais en tout cas, on va essayer de renouveler le format Poteau Carré là-dessus. Val, tu veux intervenir? Ouais, je me permets parce que peut-être que parmi les gens qui nous écoutent, il y a des intéressés pour éventuellement collaborer avec nous. On sait qu'il y a un petit euro qui arrive cet été sur lequel on a prévu pas mal de choses. Donc voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent venir collaborer, n'hésitez pas aussi à venir échanger avec nous, soit par mail, soit sur les réseaux sociaux. On répondra évidemment à toutes les sollicitations. Ouais, exactement. N'hésitez pas à nous écrire sur tous les réseaux sociaux. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, on avait déjà fait un format similaire pour la dernière Coupe du Monde. Je pense que ça va ressembler à ça, ce qu'on va faire pour l'Euro. Donc, si vous avez des spécialités un petit peu incongrues sur des pays et autres, etc., on est preneur. Et de la thune, surtout. Et de la thune, mon pote. Ouais, et puis la moula. Mais bon, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Après, c'est pas moi qui m'en occupe. En tout cas, je vous dis très vite à dans 15 jours avec une nouvelle équipe malade. Et j'espère qu'on ne parlera ni de Rennes ni de Lyon. Allez, je vous souhaite à tous un bon week-end et on se voit dans 15 jours. Ciao.